Salut à tous et bienvenue au cœur de ma conversation privée. Avec un Homer Simpson absolument craquant. Comme lui, il aime les sagas de science-fiction. Il est drôle et surtout particulièrement gourmand. Et oui, son péché mignon, c'est le donut entre deux répétitions. Un comédien aux multiples facettes, tantôt la voix, tantôt le charmeur, tantôt le comique. Et surtout le sérieux, aussi engagé pour l'association face à l'inceste. Mon invité est surtout très attaché à sa terre d'accueil, le Languedoc, où il a grandi peu après sa naissance en Algérie. D'ailleurs, c'est ce qu'il a gardé de ses racines. Il fait tout avec le cœur, vraiment, vraiment, vraiment tout avec le cœur. Je ne veux pas finir en soupe de poisson. Je veux pas finir en soupe de poisson. Je ne veux pas souffrir d'amère. Je mange le micro, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'approches du micro. Je suis un imbécile. Oui, ah bah non. Allez, au revoir. Et vous l'aurez compris, ce soir je suis en toute intimité avec Julien Masdoua. Salut Julien. On vous accueille vintage. Ouais, je vois ça. J'entends ça surtout. C'est une musique qui a une histoire aussi. Oui, c'est une de mes chansons préférées et puis c'est surtout notre musique commune avec ma chérie Fiona. Bon, on a tenu à vous faire la surprise. C'est une belle surprise. On vous met dans l'ambiance, on a rigolé avec cette vidéo, c'est du doublage dessin animé, c'est ça? Dans les studios de Audio Workshop, pour un dessin animé qui s'appelle Paperport. Il faut le savoir, c'est hyper dur ce que vous faites là. Franchement, c'est pas que de la rigolade. Hein. Non, c'est très technique. Bon. C'est très technique. On va apprendre à mieux vous connaître, Julien Masdoua, parce qu'on vous voit habituellement sur France 2 dans Un si grand soleil tous les soirs. Là, vous faites des infidélités à France Télévisions puisque vous êtes sur Canal+, ou à l'affiche de la nouvelle série, nouvelle création 66.5, où vous incarnez un avocat. Vous êtes aussi le créateur de la troupe de théâtre montpelliéraine, la Compagnie du Capitaine, et vous êtes aussi parrain depuis 2020 de l'antenne héroltaise de l'association Face à l'inceste, association pour laquelle vous avez écrit une plaquette. L'inceste, c'est quoi? Et vous êtes très impliqué. On est loin du théâtre, on est loin de l'acting, et pour le coup, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi dans votre vie. L'engagement. Oui, disons que quand on fait un métier comme le mien, on le fait sérieusement, on se doute que ça compte pour les gens, mais n'empêche qu'on se lève tous les matins et on se dit bon, je suis pas non plus chirurgien, je suis pas non plus pompier, je suis pas non plus je sauve pas des vies, etc. Donc s'il y a un moyen d'utiliser cette notoriété qui peut sembler des fois un peu frivole et trivial pour quelque chose de plus noble et puis surtout de plus concret, je pense qu'on se doit de sauter sur l'occasion et c'est ce que j'ai fait. Vous dites même à nos confrères de Midi Libre, le fait que quelqu'un comme moi soit le porte-parole d'une cause aussi importante montre qu'il y a un problème. Il faudrait une star. Vous avez ce syndrome de l'imposteur parfois? Pas vraiment le syndrome de l'imposteur, non, je travaille avec des gens qui l'ont. C'est un peu la marque de fabrique de ma compagnie, ce sont des gens qui sont d'une telle humilité tous qu'ils ont un peu tous le syndrome de l'imposteur. Non, j'ai pas vraiment le syndrome de l'imposteur, de là à dire que moi je suis pas humble, il n'y a qu'un pas. Mais non, là en l'occurrence les propos que vous reprenez du Midi Libre, c'était surtout pour appuyer sur le fait que il n'y a pas eu de personnes avec une notoriété plus importante que la mienne qui ont répondu à l'appel. Je rappelle l'association donc Face à l'inceste pour l'Hérault notamment et sur le plan national. On reviendra évidemment tout au long de cette émission sur votre engagement, sur votre personnalité, vos passions, votre histoire, car le principe c'est d'apprendre à vous connaître au-delà de votre fonction. Julien, vous êtes donc né le 3 décembre 1974 à Alger. C'est ça. C'est correct, mais vous n'y restez pas. Votre famille s'installe à Narbonne, dans l'Aude. Vous avez des frères, des sœurs, une grande fratrie et on vous voit d'ailleurs tout petit. Vous êtes trop mignon. Pourquoi m'avoir envoyé cette photo en particulier? Parce que je l'aime beaucoup, parce que je suis en tenue. Je suis en tenue avec une tenue qui ressemble beaucoup à une tenue de scène en fait, que j'ai régulièrement quand je fais de l'impro par exemple. Et ça me fait rigoler en fait de me dire que je suis habillé pareil depuis 74. Et vous êtes entouré, je le disais, d'une grande fratrie de frères et sœurs. C'était quoi l'ambiance à la maison?
L'ambiance à la maison, c'est une ambiance avec mes frères et sœurs de franche rigolade, quoi. Vraiment. Benjamin, Mathieu, Émilie, voilà, on se marre beaucoup. On a le point commun tous, même si mes frères et ma sœur n'ont pas décidé d'en faire leur métier, d'avoir la fibre artistique. Donc voilà, beaucoup de dessins, beaucoup de théâtre, même si on ne savait pas que ça s'appelait du théâtre encore quand on le faisait entre nous. On est, avec mon frère Benjamin, par exemple, on a regardé 1 milliard de fois les mêmes films dans les années 80-90. On a même fondé un site, il y a de ça une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui reprenait les répliques cultes des films des années 80. Enfin voilà, on a des références, on est très référencés en fait dans la famille, quoi. Donc voilà, donc on voit une bonne ambiance de rigolade, quoi. J'allais le dire, vous êtes baigné par cette pop culture, les dessins animés, les comédies musicales, et c'est ce qui vous donnera envie d'être comédien plus tard, même si l'histoire prendra un grand pas aussi, on y reviendra. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones. J'ai vu ça en 81 quand il est sorti, donc j'étais tout petit, faites le calcul, je suis né en 74. Et sitôt que j'ai vu le film, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Je me suis dit, ben voilà, il y a quelque chose que je veux faire là, dans ce que je vois, il y a quelque chose que je veux que ma vie elle suive ce chemin-là. Alors dans un premier temps, je me suis dit, bah tiens, le héros est archéologue, donc je vais faire des études d'histoire. J'ai même fait de l'archéologie, j'en ai fait pendant 15 ans à Narbonne, donc j'étais un peu au premier degré. Et puis au bout d'un moment, j'ai un peu mûri et je me suis dit, bah en fait, il n'est pas vraiment archéologue, en réalité, tout simplement, il est acteur. Et donc du coup, après, voilà, j'ai dérivé vers la comédie. Plusieurs personnages. Avant cela, avant la comédie, à l'adolescence, vous êtes donc passionné d'histoire. Vous démarrez même des fouilles archéologiques en plein cœur du centre de Narbonne, où vous découvrirez même quelque chose d'historique. Aujourd'hui, il y a une petite plaquette. Oui, alors il n'y a pas mon nom, mais oui, dans le musée en fait de Narbonne, on peut voir beaucoup de choses que j'ai sorties moi de terre à l'époque, quoi. Voilà, c'était une domus, une maison romaine, quoi, avec une nécropole juste à côté. Et voilà, oui, j'ai participé pendant quasiment 15 ans aux fouilles, quoi. Et donc du coup, c'est rigolo. Il y a des trucs que j'ai sortis de terre avec mes potes et tout ça. Et puis maintenant, quand je vais au musée de Narbonne, je vois les trucs dans le musée, quoi. Donc oui, je me dis, j'ai réussi. C'est comme Indiana Jones. J'ai sorti des trucs et ils sont dans un musée. Grand aventurier. Vous êtes tellement passionné que vous voulez faire de la recherche. Vous vous orientez très logiquement vers des études d'histoire que vous continuerez. J'ai une maîtrise d'histoire, j'ai une maîtrise d'histoire et j'ai aussi un CAPES mais que je n'ai pas validé, donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour que, ça y est, on passe du côté obscur de la force, quoi? Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les contraintes, bizarrement. Les contraintes artistiques, j'adore ça. Mais les contraintes plus, on va dire, les contraintes de hiérarchie, les choses comme ça, j'ai un petit peu de mal avec tout ça. L'autorité aussi? Un peu de mal avec l'autorité aussi. Voilà, donc je prends sur moi quand il le faut. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fondé ma propre compagnie, etc. Je voulais être mon propre patron, ça c'était important. Et c'est vrai qu'un cadre comme celui de l'éducation nationale, je m'y sentais pas à l'aise. Je continue à lire des bouquins d'histoire tout le temps. Enfin voilà, je suis dedans, c'est une passion, c'est pas juste un métier. Mais je me suis dit, voilà, je vais pas un petit peu, comment dire, salir un peu cette passion que j'ai pour l'histoire en faisant mon métier. J'ai eu le même comment dire, dilemme par rapport au dessin. Moi, je dessine depuis que je suis tout petit et je me destinais même à être auteur de bande dessinée. J'ai publié dans des magazines, des choses comme ça. Et pareil, quand ça a commencé à devenir contraignant, en fait, je me suis dit, je vais pas en faire mon métier parce que c'est quelque chose que j'aime tellement faire. Oui. Voilà. Vous avez eu envie d'être un trublion, sans règles, sans code. Oui, alors en fait, c'est pas que je suis sans règles, c'est que je préfère me faire mes propres règles et mes propres codes. En parlant de l'histoire, il y a aussi votre histoire qui a dû marquer aussi votre enfance, votre histoire, votre lien avec l'Algérie. C'est un pays au sein duquel vous n'êtes jamais allé? Non, parce qu'il y a un problème d'ordre légal en fait, qui fait que quand on est sur le sol algérien, on a a priori automatiquement la double nationalité, même si on est suédois ou voilà. Moi en l'occurrence j'étais français quand je suis né, mais le fait d'être né à Alger, enfin le problème il n'est pas là. Le problème il est que du coup a priori je dois le service militaire en Algérie. Ah d'accord. Et qui dure 2 ans quand même. Et moi je l'ai fait en France. Je suis un des derniers à avoir fait mon service en France, donc voilà. Mais le truc c'est que bon, a priori il y a très peu de chances quand je passe la frontière que je tombe sur quelqu'un de zélé et qui me dise bah tiens lui il a pas fait son service. Mais c'est possible. Donc il y a cette crainte qui plane. Oui, j'ai pas envie de passer 2 ans là-bas à faire mon service militaire. Donc l'Algérie de loin. Pour l'instant oui. Après j'imagine qu'à un moment donné il y aura prescription ou peut-être que quelqu'un va changer la loi
fois, ou peut-être qu'en fait elle est déjà périmée, que je ne suis pas au courant, et qui fait que j'aurais grand plaisir à y retourner. Je pense que c'est pas forcément facile pour les gens de comprendre. Pour quelqu'un qui est né en France par exemple ou qui est né quelque part où il a accès en fait, ah bah tiens tu vois regarde cet hôpital c'est là où je suis né machin et tout ça. Bah oui c'est important. Les gens c'est un peu anecdotique racines. quand ils disent ça, mais en fait je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est déracinant pour quelqu'un de se dire en fait ouais, je sais pas à quoi ressemble l'endroit où je suis venu au monde. Ouais, la ville, l'ambiance, le contexte. Le lieu quoi. Petit bond dans le temps, nous sommes en 2002, c'est votre date marquante de vie, vous fondez votre compagnie de théâtre, la compagnie du Capitaine. En amont, vous étiez déjà entré dans la comédie, en une semaine de temps, vous aviez déjà fondé votre première compagnie et vous aviez passé un casting que vous aviez réussi haut la main, celui de Sous le Soleil. C'est ça. Votre vie, elle a été complètement chamboulée à cette période-là. Ouais, c'est-à-dire j'étais encore en train de faire mes études à Paul Valéry, mes études d'histoire, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Luc Miglietta, qui dirige maintenant une compagnie qui s'appelle Bruit qui court, et lui aussi était à la fac, il était en sociaux, et on s'est rencontrés sur une espèce de casting pour une pièce de théâtre, mais universitaire. Rien de très ambitieux, et de suite on est tombé amoureux de l'un de l'autre, quoi, on va dire. C'est devenu mon meilleur ami, je suis devenu son meilleur ami, et à partir de là on s'est plus quitté pendant quelques années, et petit à petit on a glissé ensemble d'un truc qui nous éclatait, du théâtre entre potes quoi, à de l'amateurisme un peu plus sérieux, et puis il est arrivé le moment où on s'est posé la question, là quasiment tout notre temps est passé à cette activité théâtrale. On fait plus beaucoup de choses qui sont en rapport directement avec nos études. Est-ce que ce serait pas le moment de passer professionnel ? Voilà. Et c'est à peu près à ce moment-là, du coup, qu'on s'est séparés tous les deux, chacun ayant des envies artistiques différentes. Lui, il a fondé sa compagnie, moi j'ai fondé la mienne. Julien, il est altruiste, droit et aide son prochain. On peut lui faire confiance, il sera toujours là pour les gens qu'il aime. Il est extrêmement sensible. Engagé, têtu, déterminé, passionné, jovial, c'est un fou de travail. Il aime énormément voyager et adore se cultiver. C'est comme ça qu'on parle de vous. Eh ben, je ne sais pas qui a écrit tout ça, mais c'est très flatteur. 3 voyages aussi. Vous êtes un grand voyageur. Des voyages qui vous ont marqué, l'Indonésie, Venise et l'île de Pâques, parce que vous êtes aussi quelqu'un qui s'ouvre. Oui, enfin pas autant que je voudrais. J'aimerais, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je serais en permanence en train de parcourir le monde. Là, vous n'avez pas l'air de rester en place. Ouais, alors là, depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué. Et puis même, il y a aussi une prise de conscience écologique aussi. Voilà, c'est vrai que je me sens de plus en plus mal quand je prends l'avion. Donc là, depuis le Covid, en fait, j'ai très peu voyagé à l'étranger. Je redécouvre un peu la France aussi, j'en profite. L'Europe aussi. L'Europe, exactement. Mais oui, c'est toujours dans ma bucket list d'essayer de voir tous les pays du monde, ouais, c'est sûr. Ouais. L'Islande, vous ne l'avez pas cité, mais par exemple, c'est un endroit où je me vois bien finir mes jours. Julien, grand rêveur. Le point réseau, tout de suite, on a vu vos différents comptes et on s'attarde sur 3 photos en particulier, 3 photos qui vous ressemblent. On va les analyser ensemble. Première photo. Ah, ça c'est récent. Alors qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on voit Julien devant un tableau ? Ça c'est un tableau de Combas qui est un peintre du style figuratif, figuration libre pour être précis, un tableau qui date de 2000 et c'est au musée Paul Valéry de Sète. Alors pourquoi on voit un Julien devant un tableau en train de présenter un tableau ? On vous voit en fait complètement passionné par l'art. Alors oui, j'aime beaucoup l'art, l'histoire de l'art, etc. J'adore les musées. Jusqu'à même aller au British Museum à Londres. Oui, on vous a raconté ce qui s'y est passé ou pas ? Non, mais allez-y. Je pense que je dois être une des rares personnes au monde à avoir été, non, c'est dans ma tête, mais tricard au British Museum. J'ai cassé une vitrine au British Museum. Ah oui, d'accord. Donc là, on est persona non grata au British Museum. J'ai cru, j'y suis retourné 10 ans après l'incident. Ils m'ont laissé rentrer et personne ne m'a arrêté. Donc je me suis dit que non. Mais oui, j'ai une histoire assez dingue où j'étais justement encore étudiant en histoire et je m'étais débrouillé pour aller voir un département du British Museum qui était fermé pour cause de travaux avec le conservateur du musée. Oui. Et je me suis démerdé pour casser une vitrine à ce moment-là. Julien a du mal avec les règles, on l'a précisé. Deuxième photo. Donc là, c'est la troupe, c'est les meilleurs amis. Ah oui, là vraiment, là c'est Gilles Serna, Fiona Della Porta, ma compagne, et Marion Trintignant, ma meilleure amie. Voilà, là on est donc à Avignon. Donc c'est une photo qui a été prise cet été quand on était au Festival d'Avignon pour présenter notre dernière pièce, S'il ne nous reste que Shakespeare. Ouais, voilà, il y a tout le monde là sur la photo là. Il paraît que vous avez un rituel secret avant de jouer.
Oui, mais je vais pas en parler parce que c'est secret. En fait, les comédiens, avant de jouer, normalement, sont censés se mettre dans un certain état pour pouvoir jouer, qui est un état qu'on appelle le lâcher prise. Et voilà. Et moi, par exemple, je fais une formation là-dessus. Comment réussir à, en quelques instants, quelques minutes, voilà, trouver en fait son petit rituel de façon à pouvoir déclencher ce lâcher prise à volonté, en fait. Et donc j'ai le mien. Mais une des règles, c'est qu'il faut pas en parler. Donc, je dirais pas ce que je fais. N'en parlons pas, c'est un secret. Dernière photo. Ah, alors ça c'est ma famille, donc ma maman au milieu, ma sœur Émilie, mon frère Mathieu et mon frère Benjamin et moi-même. Voilà, là on est tous ensemble. Ma maman qui malheureusement est décédée il y a moins d'un mois. Voilà, ouais, donc ça c'est une des rares photos. Vous l'avez récemment publiée d'ailleurs. Oui, bah en fait c'est une des rares photos où on est tous ensemble en fait. Donc ouais, c'est une très belle photo. Ouais. Cette proximité avec cette famille, c'est comment de grandir dans une fratrie en termes d'identité aussi? De se retrouver soi-même. On a une particularité quand même, c'est qu'on s'aime beaucoup. Quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Mais en réalité, on ne se voit pas tant que ça, en fait. Donc on est vraiment sur des relations à distance, en fait. C'est assez marrant, quoi. Je vais tomber sur un post Facebook où je vais voir un extrait de film, n'importe quoi. Et puis mon premier réflexe, ça va être de filmer, et puis de l'envoyer à un de mes frères ou à ma sœur, et puis en disant voilà, tu as vu ce truc. Et puis il n'y a même pas de mots qui accompagnent la vidéo. On sait qu'il va comprendre, et on a une réponse qui est tout aussi cryptique. Je crois que pour des gens qui sont de l'extérieur, de nous entendre parler, on parle beaucoup par référence et tout, on dirait qu'on a inventé un langage, c'est assez rigolo, quoi. Comme dans toutes les familles qui sont proches, évidemment. C'est une chance. Des réseaux aux héros, je cite 3 figures qui vous inspirent, que vous admirez, et vous me dites pourquoi. Tom Hanks, Robert Downey Jr. et Harrison Ford. La troisième, je crois savoir pourquoi. Ce sont 3 acteurs. Hein. Voilà. Pourquoi il vous fascine tant? Bon, déjà, moi, j'ai une culture qui est plus anglo-saxonne, vraiment, que française, même si j'aime beaucoup la culture française, et surtout, je respecte la particularité française, la particularité culturelle française, notamment ce système incroyable de l'intermittence, enfin voilà. Donc, il y a énormément de choses que les Américains devraient prendre en France, mais d'un point de vue, on va dire, de mon ressenti artistique et de ma sensation de proximité, je me sens plus proche, voilà, de la culture anglo-saxonne. Voilà, moi j'aime beaucoup les Monty Python, par exemple, c'est un humour que j'adore, l'humour absurde anglais, j'aime beaucoup la langue anglaise. Voilà, je regarde énormément de productions américaines et anglaises. Et donc ces 3 acteurs-là, c'est un peu les acteurs avec qui... Yellowstone, Lioness et 24 heures chrono. Ça, c'est les dernières séries. En réalité, je suis très 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 fan d'une franchise qui s'appelle Star Trek. Voilà, ça c'est un peu le truc, je regarde ça depuis j'ai 13 ans. Je suis allé à Los Angeles, à Las Vegas quand ils ont fêté leurs 50 ans, je suis allé rencontrer les acteurs, etc. Donc ouais, je suis vraiment imprégné de tout ça depuis tout petit. Et donc ces 3 acteurs-là, Tom Hanks, Harrison Ford et Robert Downey Jr., parce que déjà ils ont joué dans des films qui sont des films que j'adore, quoi, voilà. Et parce qu'ils ont 3 approches un peu du métier, enfin en termes de jeu, ils ont trois façons de jouer qui sont vraiment complètement différentes. Et ce sont des références aussi? Ouais, ce sont des références. Souvent, quand je vous lis un script ou quand j'aborde une scène un peu compliquée ou pour laquelle j'ai pas trop d'idées sur la façon dont je vais faire les choses, je me dis tiens, que ferait Tom Hanks, que ferait Harrison Ford, que ferait Robert Downey Jr. dans ce cas-là, quoi. Comment il le ferait? Comment ferait Tommy? Voilà, exactement. Et puis après, j'ai une petite histoire avec Tom Hanks qui est assez rigolote, c'est que Vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. J'aimerais beaucoup. J'en ai rencontré aucun des 3. J'ai rencontré beaucoup de mes héros, mais aucun des 3. J'aimerais beaucoup. Je viendrai, je pense, je tomberai dans les pommes, je pense. Mais voilà. Non, ce qui est rigolo avec Tom Hanks, c'est que je fais du doublage, comme vous l'avez montré tout à l'heure, et que ce soit sur les plateaux de doublage ou que ce soit lors des castings, par exemple, les gens pensent que c'est moi qui fais la voix française. C'est vrai. En fait, maintenant que vous le dites. Voilà, et surtout quand il voit sur mon CV que je fais du doublage, il dit c'est lui en fait. Et effectivement, quand je regarde en VO Toy Story ou en VF Toy Story, des trucs comme ça, je me dis mais merde, putain, c'est vrai que ça ressemble vraiment vraiment à ma voix, quoi. Buzz, tu es un jouet en plastique. Voilà, c'est vraiment, c'est excellent. Donc les gens croient que c'est moi qui fais la voix de Tom Hanks. Mais non. C'est pas moi. J'aimerais bien, mais c'est pas moi. Question rigolote, avec qui vous pourriez partager votre vie parmi ces 3 héros, avec qui pour un moment à 2,
peu importe l'activité, et avec qui pour rester sur une île déserte pour l'éternité. Voilà, la dernière est rigolote. Alors, la première, c'est quoi? Première avec qui pour partager votre vie. Partager ma vie, je pense que je partagerai ma vie avec Tom Hanks, parce que c'est celui qui a l'air le plus stable des trois. Pas l'île déserte. Non, bizarrement. Non, pas l'île déserte. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Non, ouais, je pense que c'est celui qui me semble être le plus proche de moi au quotidien, de ce que je vois en fait, évidemment, de ce que je vois, de ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux, de son engagement. Ça a l'air d'être quelqu'un de relativement calme, qui aime bien sa vie privée, tout ça. Donc ce serait plutôt avec lui que je partagerais ma vie. Ouais. Un moment à deux. Un moment à deux, Robert Downey Jr. sans problème, c'est un fêtard de malade apparemment, et j'aimerais bien faire la fête avec lui. Ouais. Et l'île déserte forcément. Harrison Ford, il est bricoleur, pour les c'est un cités, charpentier. la cité perdue, allez hop. Voilà, il pilote des avions, il y a des merdards. Ah ouais, mais c'est avec lui évidemment. Bien vu, bien vu. Portrait chinois. Et si vous deviez vous réincarner en quelque chose, vous me répondez du tac au tac. Si vous étiez un objet. Un objet, je serais un scalpel. Si vous étiez un artiste. Je serais Chaplin. Si vous étiez un film. Si j'étais un film, je serais Cloud Atlas. Si vous étiez un pays. Si j'étais un pays, je serais l'Islande. Je savais que vous alliez répondre ça. Et si vous étiez un lieu d'Occitanie? Si j'étais un lieu d'Occitanie, je serais la place de la Comédie, évidemment. Chauvin. Et si vous étiez quelqu'un d'autre, une personne de votre entourage? Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais mon frère Benjamin. J'ai cru que vous alliez répondre votre grand-père paternel. Mais je ne savais pas que les gens qui sont décédés comptent. Ils comptent toujours. L'objet fétiche, vous êtes venu avec un objet qui vous marque, qui ne vous quitte jamais. Oui. Je crois savoir que c'est une boussole. Alors je le montre, voilà, je ne sais pas si on le voit. Ok. Et c'est une belle transition justement. Objet rarissime. Alors, vous aimez tout ce qui est vintage apparemment? Alors j'aime beaucoup ce qui est vintage, mais je ne suis pas collectionneur. Voilà. J'aime bien que les choses soient dans les musées, comme Indiana Jones, je me dis qu'il faut que les gens profitent. Cet objet, je ne le porte pas sur moi, il est dans une vitrine chez moi, et par contre il a été porté toute sa vie par mon grand-père justement. Et en fait quand il est décédé, ma maman, qui malheureusement nous a quittés elle aussi, a pris ça dans ses affaires, elle m'a dit tiens je pense que ce serait bien que c'est toi que tu aies ça. Moi j'avais jamais entendu parler de cet objet et je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit il l'avait toujours sur lui mais elle m'a pas donné d'explication. Et donc j'ai beaucoup réfléchi très souvent à pourquoi il avait une boussole sur lui, il n'était pas spécialement ni explorateur ni rien. Et en fait je crois que j'ai compris. C'est quelqu'un qui avait vraiment un code moral qui était très droit, c'est une personne que j'admire beaucoup, quoi. On va dire c'est mon héros, quoi. Et je pense que cette boussole c'est un peu le symbole d'un message en fait permanent qui est de dire que c'est important d'avoir un code moral en fait. Les gens vont prendre des décisions par rapport à leur ambition, par rapport à leurs envies, par rapport à leur confort, par rapport à leur égocentrisme. Et en fait, c'est peut-être mieux d'utiliser une boussole morale en fait, pour prendre ces décisions, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de faire. Donc, petit rappel sur votre cœur. Voilà, quand je vois cette boussole, je me dis, oula, est-ce que tu es digne? Est-ce que tu suis On va voir si vous êtes digne de vos souvenirs. On a une dernière rubrique qui émoustille, cette fois, dans tous les sens. Je vous fais écouter des sons qui vont forcément faire appel à des souvenirs, à des moments de vie. Le petit bandeau, et ensuite on va écouter le premier son. Alors on y va. Donc je cache mes yeux, c'est ça? Voilà, vous cachez vos yeux. Il faut que je vous dise ce que j'en pense. Voilà. Ça c'est l'intro de Star Trek. Vous évoquiez tout à l'heure cette ouais, je parlais de code moral en fait, et c'est une série que j'aime beaucoup. C'est de la science-fiction, et le but premier de la science-fiction, c'est de parler des problèmes de société actuels sans pour autant être censuré. Donc du coup, on déplace les problèmes sur d'autres planètes, sur d'autres systèmes et tout ça, et on parle de problèmes actuels. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et Star Trek, c'est une des rares œuvres de science-fiction qui a une vision positive de l'humanité et de l'avenir. Et il y a un code moral très présent dans tous les épisodes. Peut-être des fois, certains diront un peu naïf et un peu manichéen, mais en fait, c'est le mien. Deuxième extrait sonore. Alors ça c'est moi en train de faire de l'impro. Je suis en train d'improviser entre deux scènes d'un si grand soleil avec un groupe de musique locale pour amuser les figurants et pour m'éclater. Voilà, je suis improvisateur et là je me suis dit tiens si je me servais en fait de mes compétences limitées en chant improvisé pour amuser tout le monde. Et vous êtes super bon chanteur en tout cas. Je vous laisse fermer les yeux et enlever le bandeau. Oui. Il y aura un troisième extrait, mais continuez à fermer les yeux. Dernier extrait. Je te laisse ce petit message pour te dire que je suis très fière de toi, de ton parcours et de la personne que tu es. À mes yeux, tu es la personne la plus talentueuse que je connaisse.
Tu as cette sensibilité unique et cette passion qui font de toi un comédien et un metteur en scène d'exception. Pour moi, c'est plus qu'une fierté de travailler et d'apprendre à tes côtés. Je te souhaite de faire encore des millions de projets tous aussi fous les uns que les autres et qui seront à la hauteur de qui tu es. Parce que tu es surtout une personne unique. Tu es toujours prêt à aider ceux que tu aimes, que ce soit ta famille ou tes amis. Et nous avons tous une confiance absolue en toi parce qu'on sait qu'il n'y a pas plus droit que toi. Tu as vraiment des valeurs uniques. T'avoir dans ma vie, c'est vraiment l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Parce que je te le dis pas souvent, mais tu fais de moi une meilleure personne au quotidien. Et ce que je souhaite vraiment le plus au monde, c'est de te garder pour toujours avec moi. Je t'aime très très fort. Voilà, ça c'est un message de ma compagne, Fiona Della Porta. Je peux ouvrir les yeux ? Ouvrir les yeux, ouais. Et qui est là d'ailleurs avec nous sur le plateau. Merci. Moi j'ai beaucoup de chance de t'avoir aussi, Fiona, dans ma vie, évidemment. Après, j'ai une chance encore plus importante, c'est qu'on peut travailler ensemble. On travaille ensemble avec Fiona depuis le début, même avant même qu'on soit vraiment ensemble, on travaillait déjà ensemble. Et c'est sûr qu'en plus, on est sur une activité artistique, donc on va vraiment pouvoir partager énormément de choses. Voilà, et donc, oui, c'est très touchant. Partenaire d'exception qui m'a aidé à préparer cette émission Conversation privée. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour à cette vous. émission, grand plaisir. de vous être dévoilé. En tout cas, que vous retrouvez aussi sur viaoccitanie.tv. Un si grand soleil et 66.5. Allez retrouver ces deux séries qui sont formidables. À bientôt. Merci beaucoup.